Quand l'homme ne parvient pas à trouver un sens profond à sa vie, il se distrait par le plaisir. Viktor Frankl. Bienvenue dans Conversation inspirante. Ici, nous prenons le temps de ralentir, d'écouter ce qui tremble en nous quand le bruit du monde s'éteint. Aujourd'hui, nous ouvrons un livre grave et lumineux à la fois, Man's Search for Meaning, écrit dans l'ombre des camps, mais tendu vers la vie comme un acte d'amour obstiné. Frankl ne nous promet pas le bonheur, il nous parle de sens. Et parfois, aimer la vie commence simplement par cette question silencieuse. Pourquoi tenir debout, malgré tout ? Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, on peut le dire. Oui, un nom que la plupart des gens connaissent, ou en tout cas ont déjà entendu. Exactement. Surtout pour son livre, qui est absolument bouleversant, Découvrir un sens à sa vie. Un texte écrit après sa survie des camps de concentration. Et il est devenu cette icône, l'icône de la résilience. C'est ça. Mais la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qui était-il avant cette épreuve terrible? Comment ces idées, qui sont devenues si célèbres, ont-elles pu naître dans cette Vienne de l'entre-deux-guerres? C'est précisément l'objet de notre exploration. On s'appuie beaucoup sur la biographie de Timothy Peitel, qui est très très fouillée, et le portrait qui en ressort est loin d'être simple. Ah oui. Oui, c'est un personnage que certains décrivent comme un génie, mais que d'autres qualifient de narcissique ou de prima donna. Quand même. Pour donner une idée, il aimait bien se comparer à l'empereur Charles Quint. Il disait que sur son propre empire intellectuel, le soleil ne se couchait jamais. D'accord. Voilà qui plante le décor d'un personnage complexe. Notre mission, c'est donc de remonter le fil de son parcours intellectuel. On va le suivre de Freud à Adler jusqu'à la naissance de sa propre école, la logothérapie. Allons-y. On commence par une surprise et elle est de taille. Le tout jeune Viktor Frankl, à peine 18 ans, était un protégé de Sigmund Freud. Oui, un protégé. Il correspondait avec le maître. Et il a même réussi à publier un article dans la revue officielle de la psychanalyse. C'est un début fulgurant, non ? Absolument fulgurant. Et le plus fascinant, c'est le contenu de cet article. On y découvre un Frankl ultra-freudien, radicalement biologique. C'est-à-dire qu'il y développe une théorie assez particulière. Accrochez-vous bien. Pour lui, le hochement de tête pour dire oui viendrait non seulement du mouvement de la mastication, l'acceptation, mais aussi Oui. du mouvement du coït, qui serait symboliquement déplacé vers la tête. Attendez, pardon. Le mouvement du coït, Oui, pour expliquer pourquoi on hoche la tête. c'est audacieux. C'est pour le moins audacieux. Et le non, lui, viendrait simplement du mouvement de dégoût quand on détourne la tête. Ce qui est important ici, c'est la vision du monde que ça implique. Une vision très matérialiste, en fait. Très matérialiste. L'être humain est vu comme une créature de pulsion pure. Le sexe, la faim, le rejet. L'esprit n'est qu'un vernis, quoi. D'accord, alors qu'est-ce qui provoque la rupture? Comment on passe d'un disciple aussi zélé à un critique aussi féroce? Par un électrochoc. Une seule rencontre. Encouragé par Freud lui-même, Frankl va voir Paul Federn, un des piliers de la société psychanalytique, pour commencer sa propre analyse. Un passage obligé à l'époque. Exactement. Alors Frankl arrive, il s'assoit, Federn le fixe, en silence, et après un long moment, il lui pose cette simple question. Alors, quelle est votre névrose ? Brutal. La question part du principe qu'il y en a forcément une. C'est ça. Et pour Frankl, c'est une révélation. Il dira plus tard avoir eu l'impression de plonger dans l'abîme du nihilisme, du réductionnisme. D'un coup, il a compris. Ses idéaux, sa quête, tout allait être démasqué, réduit à une pulsion cachée, à un complexe. Qu'il n'y avait pas de place pour l'authenticité de l'esprit. Et pour lui, c'était insupportable. Il claque la porte et il se tourne vers l'autre géant de la psychologie à Vienne, Alfred Adler. Mais là, j'ai une question. Il fuit le déterminisme biologique de Freud pour se jeter dans les bras d'Adler et sa volonté de puissance. En quoi est ça moins réducteur? On remplace une pulsion par une autre, non? C'est une excellente question. Ça peut paraître comme ça, mais la différence est fondamentale. D'abord, Adler change l'orientation temporelle. Freud regarde dans le rétroviseur. Le passé, les traumatismes d'enfance. C'est ça. Alors qu'Adler, lui, regarde vers l'avenir. Ce qui nous motive, c'est le but qu'on se fixe. Et surtout, et c'est le point clé, il introduit le concept de Gemeinschaftsgefühl. Gemeinschaftsgefühl, le sentiment de communauté, c'est ça?
Exactement. Pour Adler, la réalisation de soi ne peut pas se faire dans l'égoïsme. Elle passe par et pour la communauté. Le sens, on le trouve dans sa contribution au collectif. Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air, ça résonne parfaitement avec le contexte politique de l'époque. Absolument. On est en plein dans la Vienne rouge des années 1920. Un véritable laboratoire socialiste. Tout à fait. La ville construit des logements sociaux incroyables, des cliniques gratuites. Le projet, c'est de créer un homme nouveau, les Know Your Menschen. Et la psychologie d'Adler, avec sa valorisation du social, devient l'outil idéologique parfait. Et Frankl, jeune président des étudiants sociaux-démocrates, plonge là-dedans. Corps et âme. Il y a un de ses articles de 1925 qui illustre ça à merveille. Il raconte une parabole, celle des deux vieillards sur leur lit de mort. Ah oui. Le premier a vécu égoïstement, sa vie lui paraît vide de sens parce que tout va disparaître avec lui. Le second, lui, a vécu pour la communauté, et face à la mort, sa vie est pleine de sens. Pourquoi ? Parce qu'il s'est inscrit dans quelque chose de supra-individuel, quelque chose qui le dépasse et qui lui survivra. C'est du Adler pur. À ce moment-là, le sens de la vie, pour Frankl, c'est la fusion avec le collectif. Mais, comme avec Freud, l'histoire d'amour avec Adler ne dure pas. Et cette fois, ce n'est pas lui qui part. Non, cette fois, il est mis à la porte. Carrément expulsé. Que s'est-il passé ? Le climat se tend dans le cercle adlérien. Des mentors de Frankl, comme Rudolf Allers et Oswald Schwartz, commencent à critiquer Adler. Ils trouvent sa vision de la communauté trop rigide, trop dogmatique. Elle écraiserait l'individu, en quelque sorte. C'est l'idée. L'ambiance devient électrique. Et tout bascule lors d'une réunion. Adler se sent défié. Il se tourne vers le jeune Frankl. Et, devant tout le monde, il lui lance un ultimatum. Le piège parfait. Quel genre de héros êtes-vous? Parlez. Prenez-vous leur parti ou le mien? Et il est semé de choisir, là, sur le champ. Et il choisit le camp de ses mentors. La sanction d'Adler est immédiate. Il est banni. Du jour au lendemain, il se retrouve seul, isolé. Il a renié Freud. Il est banni par Adler. Il est un paria intellectuel. C'est ça, il n'a plus le choix. Soit il abandonne, soit il construit sa propre voie. Et c'est de là que naît ce qu'il appellera la troisième voie, la logothérapie. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, en 2 mots, c'est quoi la logothérapie ? C'est la thérapie par le sens. Logos, en grec, c'est le sens. L'idée, c'est que la motivation première de l'humain, ce n'est ni le plaisir, comme chez Freud, ni le pouvoir, comme chez Adler, Exactement. mais la quête d'un sens à son existence. Exactement. Et c'est cette quête qui nous donne notre dignité. D'accord. Alors, comment cette idée prend forme après son expulsion à Pébéco ? Elle prend forme en réaction au contexte. Fin des années 20, début des années 30, c'est la crise économique. Le chômage de masse chez les jeunes. L'ancien Frankl, l'adlérien, aurait appelé à une réforme sociale. Oui. Mais le nouveau Frankl, lui, influencé par des philosophes comme Max Scheler, change de discours. Il commence à dire que même dans une situation désespérée, on peut trouver un sens. Il ne parle plus de communauté, mais de mission, de tâches personnelles. C'est un basculement de l'extérieur vers l'intérieur ? C'est un changement radical. Face au chômage, il ne dit plus « changeons la société », mais « trouvez votre mission malgré la société ». Mais ce basculement se produit dans une Autriche qui, elle-même, plonge dans une crise bien plus grave. La montée du fascisme? Oui. Le climat politique s'assombrit terriblement dans les années 30. D'abord l'austrofascisme, puis l'ombre du nazisme allemand qui grandit. Et c'est dans ce contexte toxique que Frankl formalise sa troisième école. C'est ça. Et on entre là dans la partie la plus complexe et la plus troublante de son parcours. En quête de reconnaissance, il va se rapprocher du mouvement de psychothérapie allemand, qui est en pleine nazification. Attendez. Il va même participer, comme commentateur, à des séminaires de la branche autrichienne de l'Institut Göring. L'Institut Göring, l'organisation officielle de la psychothérapie sous le régime nazi. Dirigé par le cousin du maréchal du Reich. Un médecin juif à Vienne à la fin des années 30 qui participe aux activités d'une organisation nazie. Ça paraît impensable. C'est un paradoxe vertigineux, et Pétel le met très bien en lumière dans sa biographie. Il faut comprendre que Frankl est isolé. Il cherche une tribune pour ses idées. Et, curieusement, cet institut abritait des courants non freudiens, non adlériens, et offrait une petite marge de manœuvre. Mais à quel prix ? Est-ce qu'il fait des concessions à l'idéologie nazie dans ses écrits ? C'est là toute la subtilité. En 1937, il publie un article majeur dans leur revue.
Et dedans, non seulement il ne fait aucune concession, mais il s'oppose fermement aux thérapeutes qui imposent leur vision du monde à leurs patients. Il défend l'autonomie du patient. Il défend la liberté de conscience. Mais, et c'est là toute l'ambiguïté, pour appuyer son propos, il cite des penseurs modérés, de l'Institut Göring lui-même. C'est un jeu de funambule. Il utilise les outils de l'adversaire contre lui-même, en quelque sorte, mais son insistance sur la volonté, la responsabilité, ça ne faisait pas écho même involontairement au discours nazi. Inévitablement. C'est tout le danger. Il marche sur une ligne de crête extraordinairement fine. Il utilise un vocabulaire volonté, héroïsme, face au destin, que le régime peut entendre, mais il le réoriente pour défendre la liberté spirituelle de l'individu. C'est une stratégie de survie intellectuelle incroyablement risquée. C'est donc à ce moment précis, dans ce contexte si trouble, qu'émergent les fondations de la logothérapie, notamment le concept des valeurs d'attitude. Précisément. C'est l'aboutissement de cette période. L'idée que même face à un destin qu'on ne peut pas changer, face à une souffrance inévitable, La maladie, la persécution, l'individu conserve une dernière liberté, celle de choisir son attitude face à cette souffrance. Et dans ce choix, il peut trouver un sens. donc l'idée qu'il rendra célèbre, que la dernière des libertés humaines est de choisir son attitude face à l'épreuve, est forgée non pas à Auschwitz, mais avant. Avant, dans ce compromis moral et intellectuel avec le fascisme montant. Au final, ce que cette exploration nous révèle, c'est un Viktor Frankl bien plus complexe, bien plus nuancé que la simple icône de la résilience. Oui, on découvre un penseur dont les idées n'ont pas été forgées dans le calme, mais au cœur des tempêtes idéologiques les plus violentes du XXe siècle. Il a passé sa jeunesse à naviguer entre des systèmes de pensée. Totalisant. Exactement. Le déterminisme biologique de Freud. Nous sommes nos pulsions. Le déterminisme social d'Adler. Nous sommes notre communauté. Il a rejeté les deux pour tenter de tracer cette troisième voie. Celle qui place la liberté et la quête de sens au centre de tout. Même dans les pires circonstances. Ce parcours montre à quel point ces théories sont en fait profondément ancrées dans les dilemmes de son temps. C'est ce qui rend sa pensée si puissante. Elle n'est pas née dans l'abstrait. C'est une pensée de la crise, forgée dans la crise, pour répondre à la crise. Une philosophie de la survie, avant même l'épreuve physique. Et ça nous laisse avec une question, pour finir. Savoir que ces idées, qui ont aidé des millions de gens, ont des origines si complexes, parfois si ambiguës, est-ce que la pureté d'une idée peut vraiment survivre à la complexité, parfois trouble, de ses origines ? C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie.